58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. À nouveau en direct depuis nos studios 12 rue Cours Victor Hugo à Coutras et toujours en direct aussi avec Jean-Yves à la technique, Gérard Pommier à la vidéo. Je reçois ce soir Antoine Coutou. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un poète ? Ben oui, absolument. J'ai ce petit moment d'hésitation parce que c'est pas forcément une profession qui s'avoue même à soi-même comme ça. On va dire bien sûr ce que vous faites, mais ça vous est venu comment ? Alors si vous voulez, moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai une sensibilité aux mots, vraiment aux mots MOTS bien sûr, avec une sensibilité pour la rime. Il y a une communication qui m'a tout de suite parlé. D'accord. Et alors, depuis votre jeune âge, vous écrivez ? Depuis mon jeune âge, oui, effectivement, j'écris et c'est comme si c'était la manière naturelle pour moi de m'exprimer. Voilà, sans faire des cloisons qui seraient trop arbitraires, mais ma vraie langue est celle-ci, en fait. D'accord. Ah, il y a peut-être une porte ouverte, non, je ne sais pas, oui, c'est possible. Bon, alors, vous avez écrit des bouquins déjà ou alors, pas du tout ? J'ai écrit un livre pour enfants qui s'appelle Paul au vert. Là, elle est fermée. Voilà. Qui s'appelle Paul au vert. Donc voilà l'histoire d'un homme qui vit en harmonie avec la nature et qui a une pratique d'équilibre dans la vie. Voilà, c'est le seul livre que j'ai pour l'instant réalisé. D'accord. Alors nous allons parler de ces fascicules que vous êtes venu nous présenter. Je vous rappelle que vous êtes quand même dans la région. Vous êtes côté Dordogne, mais pas très loin d'ici. Oui. Quelques encablures, comme on dit. Vous connaissez bien la région. Je ne sais pas si vous connaissiez bien Coutras. Oui. Bon. Quand on est aussi limitrophe, voilà. On passe souvent de l'un à l'autre. Oui. Alors, ces fascicules, moi, c'est la première fois que je vois ça. Notre ami Gérard, s'il peut montrer, voilà, ça ressemble à ça. Alors, on va, là, celui-là, la poésie, ça s'appelle Le Coq. On va déployer le fascicule dans son entier. Donc, vous m'avez expliqué tout à l'heure que il y a 3 photos. Alors, je voudrais, voilà, il y a c'est celle-là pour la couverture. Celle-ci, c'est pour alors, en fait, pardonnez-moi. Allez-y. Mais il faut le penser vraiment comme un livre. C'est-à-dire que vous avez votre couverture, vous l'ouvrez d'abord. Vous ne cherchez pas à avoir la feuille totalement ouverte. Vous l'ouvrez comme un livre et vous commencez la lecture. Donc là, vous avez. Je recommence, oui, d'accord. Voilà, vous avez la lecture qui se fait ici. Voilà, vous commencez. D'accord. Et ensuite, vous avez l'illustration qui lui est associée. Et puis, comme vous êtes assoiffé de connaître la suite, vous ouvrez, vous poursuivez ici, puis ici. Et une fois que vous êtes arrivé là, on déplie le tout. Et en fait, vous continuez la narration jusqu'à arriver à cette image, effectivement, finale. D'accord. Voilà, c'est un petit livre, en fait. Alors, tant que j'y pense, on va dire que, bien sûr, les textes sont de vous, Antoine Coutou, et les illustrations sont de Florence Lacharte. Comment vous travaillez ensemble ? Vous lui demandez vous avez des idées ou c'est elle qui amène les idées en lisant le texte ? Alors, pour l'instant, on a fonctionné de la manière suivante, c'est que moi, j'amène le texte, et puis en l'ayant fait, j'ai quand même des idées assez précises de ce que je veux. C'est-à-dire que, là, vous avez le coq. J'avais cette envie d'avoir un coq, mais qui serait un portrait de coq, par exemple, pour pas avoir forcément le contexte du coq dans la basse-cour et tout ça, non, mais avoir un portrait de coq, quelque chose de très frontal. Donc après, on dialogue très bien, et puis... Alors, je vais lire les premières je vous en prie. Phrases, ça vous dérange pas ? Ah non, avec plaisir. Dans une basse-cour où habitait un coq, un fermier, résolu à suivre son époque, après avoir brûlé tous ses placards en bois, installer une antenne au fait de son toit, renoncer à sa soupe et à son pain ailé, choisir de s'attaquer au vieux poulailler. Mais j'ai l'impression que dans tous vos fascicules, vous êtes assez proche de la nature. L'ambition de ces petits fascicules, c'est d'aller vers des sentiments profonds.
Et en me posant la question des sentiments profonds, évidemment, j'en suis venu naturellement à parler de nature. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. La nature, pour moi, c'est quelque chose de très important. Sans faire de grands rappels biographiques, mais voilà, j'ai passé des heures très très importantes pour moi dans la forêt, dans la nature, dans la campagne. Donc tous ces modes de vie sont importants pour moi, très importants. Votre vie s'associe avec la nature? Ma vie s'associe surtout avec une certaine forme de défense de la nature. Je peux être en ville si vous voulez, mais j'ai quand même cette idée que la nature est quelque chose d'important. Voilà, indispensable à l'homme. Alors bon, j'ai lu le Coq. Il y a celui-ci éclairci. Je vais aussi, voilà, si vous pouvez voir la première. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Puis je l'ouvre. Et là, je lis, je fus moi-même surpris de le voir à mes côtés, mais il y avait tant de pluie que j'avais dit « Vous montez ?» sans vraiment bien réfléchir, en jetant comme un réflexe mon chandail en cachemire et ma boîte de Kleenex. Alors là, c'est un automobiliste. Voilà, alors l'idée en plus, c'est marrant que vous ayez choisi celui-ci. Celui-ci, il est un petit peu en rupture justement avec cette idée de la nature que vous évoquiez juste avant. C'est l'histoire effectivement d'un autostoppeur. Donc on est dans un rapport qui est, vous voyez, c'est un dialogue, dans un rapport qui est direct. Et en fait, le narrateur prend en autostop un personnage. Vous pouvez peut-être, si vous voulez bien, montrer la photo, vous voyez. Je m'exécute. Voilà, qui est, comme disait Coluche, patibulaire, mais presque. Voilà. Et en fait, il va se nouer une relation entre eux, une conversation profonde, justement, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, il y a une bonne surprise. Peut-être que je peux préciser ici que les fascicules ont l'ambition d'avoir une bonne fin, c'est-à-dire de faire de l'art qui puisse élever, pas de l'art qui puisse, rabougrir ou ramener toujours vers des sentiments un petit peu, vous voyez, torturés, déconstruits ou ce genre de choses, mais au contraire d'aller vers quelque chose qui est l'épanouissement. Là, pour l'instant, vous en avez sorti 5. 5. Ma question qui me brûle les lèvres, c'est comment vous faites connaître et comment vous commercialisez? Alors, je vous remercie de cette question. C'est la plus importante. Ouais, la plus, oui, en tout cas, elle est très importante. Oui. L'ambition de ces petites fenêtres, c'était d'aller dans les librairies indépendantes. Voilà, de pouvoir faire une proposition. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des mini-livres qui tentent de répondre aux difficultés des gens pour la lecture. Je m'explique, quand on a fait sa journée de travail, évidemment, c'est peut-être pas très très évident de se lancer dans un roman de 500 pages, tout ça. Faut pas se raconter d'histoire, c'est vrai. On est fatigué, voilà. Donc il y a la tentation télé. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire de ce côté-là? Je peux dire non, attendez, il peut exister un format qui serait tout à fait opportun pour vous, pour avoir un rapport quotidien à la culture, mais sans que ce soit trop difficile. Envahissant. Voilà. Pour répondre à votre question de la diffusion. Donc, première diffusion, les librairies. Mais alors là, ça a été ma surprise. C'est-à-dire qu'il y a une telle chaîne du livre que la possibilité pour un indépendant de faire une proposition comme la mienne, n'a pas reçu de réponse favorable. Tiens donc. Eh oui. Alors, évidemment, vous remettez en cause. Vous vous dites, peut-être, c'est mon produit qui n'est pas bon et tout ça. Honnêtement, j'ai plein de personnes qui ont lu ma production et qui m'ont dit, non, c'est très bien, ce que tu écris est non seulement très bien, voilà, mais en plus, les illustrations sont très belles et c'est un format qui peut tout à fait plaire à plein de gens. Mais, oui, l'argument est bon. Voilà. Vous venez de donner comme argument, oui, bien. Mais les librairies, si vous voulez, on m'a donné des explications. On m'a dit, vous savez, la poésie, ça représente 0,3% des ventes. Vous savez, ce qui marche en poésie, c'est par exemple, je me souviens très bien, dans la période de Noël, si on vend l'anthologie de Georges Pompidou, oui, des choses comme ça. Et voilà. Donc, la possibilité d'avoir une proposition artistique autre, dans le sens... avec un rapport à la langue qui est patrimonial et qui n'est pas toujours fait de briques et de broc,
eh ben, il est plutôt difficile. Donc, moi, je les vends sur les marchés, comme un maraîcher vendrait ses fruits et légumes. Ben, moi, je sors pas des carottes, des poireaux et tout ça, mais je sors mes carrés d'Antoine. Mais dites donc, vous êtes sacrément courageux. Ah, c'est quand même aussi incroyable que des librairies vous refusent Et vous savez... d'exposer. Je ne comprends pas même. Hein. Ben, c'est à la limite choquant. Ben, moi, ça me choque. Après, comme je le dis moi-même, je pense que les spectateurs, les auditeurs peuvent toujours se dire oui, mais enfin bon, parfois on croit faire des chefs-d'œuvre et puis il est bien gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Donc bon, mais là c'est pas ça. Je vous prie de me croire sur parole. Complètement. Là, il y a vraiment une forme d'aversion pour une culture qui a des fidélités avec une langue patrimoniale, voilà. Mmh. Et donc, voilà, il n'y a plus de créneau pour ce genre d'ouvrage aujourd'hui. Voilà. Faute des sujets que je choisis, faute de la langue que j'essaye de travailler. Vous avez essayé quand même de trouver des endroits où vous pourriez les proposer à la vente, différents que des librairies Alors, je vous dis, bon, elle a peu les marchés. Je travaille aussi, par exemple, je vais me mettre devant tel fournil, je vais me mettre devant tel endroit. Mais je voulais être dans des endroits aussi qui n'étaient pas en lien direct, peut-être, avec la culture, vous voyez. Mais moi, c'est très compliqué, moi, à moins de trouver des endroits qui seraient des dépôts-ventes et ce genre de choses. Mais comme la manipulation, vous voyez, 3 fois de suite et tout ça, après, moi, je me retrouve avec des petits fascicules. Donc, voilà, pour l'instant... D'accord. C'est comme ça. Bon, alors, est-ce qu'on parle de prix ou pas? Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Parce que j'aimerais savoir si ça peut être un inconvénient. Trop cher, non. On voit de suite les réflexions. Oh, ben pour ça, quand même. Bon, ouais. Bon, alors. Alors, c'est 7 €. Oui. 7 € le travail. Alors, moi, ma tentation, ça serait de ne pas le justifier, mais je vois votre moustache qui frise, donc évidemment, je vais le justifier quand même. Voilà, c'est pas seulement que je m'aligne avec les prix du moment, mais un paquet de cigarettes est autour de 10 €, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie. C'est une histoire de choix. Là, il y a quoi? Il y a le travail. Bon, je vais commencer par moi, juste par la chronologie du travail, hein, d'accord? Oui. Il y a le travail de l'auteur. Bon, il y a le travail de l'illustratrice. Il y a l'impression. Il y a l'administration. Ces petits fascicules là, ils sont pas faits comme ça, vous voyez. Donc bon, donc il y a toujours, et à la fin sur les 7 €, je peux vous assurer qu'en fait, il reste rien, quoi. Hein, il reste rien. Donc l'ambition, c'est de se dire que c'est le nombre sûrement qui fait qu'à un moment il y a une rémunération qui peut revenir, mais je voudrais quand même fermer cette parenthèse en disant le prix. On est habitué à rien du tout, 50 centimes et tout ça, mais pour vous, quel est le véritable prix d'un peu de poésie, des illustrations et de ce que moi j'ai l'habitude d'appeler, bon ça fait un peu argument de vente, mais c'est une œuvre d'art de poche en fait. Il y a du dessin et c'est fait, c'est pas à l'ordinateur, hein, c'est fait à la main et tout ça, c'est très joli. Il y a du texte. Quel prix? On peut se poser la question. Quel prix je suis capable de donner pour ce genre de proposition? Bon, je suppose quand même que de temps en temps vous participez à des expositions, par exemple. Non, même pas. Pour l'instant, des expositions, non. J'ai fait des marchés de Noël. Mais des expositions, non. Marché de Noël, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit. Alors écoutez, ça s'est très bien passé. Alors vous savez ce que j'ai fait? Oui. J'ai fait des suggestions de présentation. C'est-à-dire j'ai pris des chaussons, par exemple, et puis j'ai mis mes carrés d'Antoine dans les petits chaussons. J'ai fait une table, j'ai testé une table à la maison, comme ça, avec des coupes de champagne, et voilà, une décoration. Et puis j'ai mis ça devant chaque assiette, en disant aux gens, bah, regardez, vous voulez faire un petit cadeau? Parfois, bon, on a les gens auxquels on fait des cadeaux plus conséquents, et puis il y a des gens, on reçoit, bon, je voudrais trouver un petit cadeau, quoi. Bah, regardez, ça, le format d'une enveloppe. Voilà. Donc voilà, vous pouvez glisser ça, vous envoyez ça à vos petits-neveux, à votre nièce, à qui vous voulez, à votre famille. Vous dites, voilà, j'ai une pensée pour toi, c'est une histoire, c'est une sorte de court-métrage sur papier. Donc, les marchés de Noël ont assez bien fonctionné. Ouais. D'accord. Bon, j'aurais eu un doute, mais si ça marche, c'est très bien. C'est très bien. Mais moi, je pense que peut-être quelques expositions seraient peut-être
Voilà, il y a des gens qui seraient heureux de vous accueillir. Oui. Moi, me semble-t-il. Hein, Ouais. Des fois, dans certaines expositions, on voit certaines choses où... Mais bien sûr, mais... Tandis que là, c'est de l'art, de la culture, vous me dites. Où est-ce qu'on en est au niveau culture en France, d'après vous? Moi, c'est une question qui me passionne, mais on est dans un endroit très, très, très critique. Voilà. Très, très, très critique. Un endroit? Oui, un endroit très critique. On en est à un endroit, une chronologie, un point sur la frise qui est très critique. Ouais. Moi, je peux vous donner plusieurs exemples. Je suis pas très difficile à faire parler sur ce sujet. Vous m'arrangez, si je peux me permettre. Moi, j'ai un parcours artistique. J'ai fait les cours Florent à Paris parce que j'avais une ambition théâtrale que j'ai développée pendant une dizaine d'années, 20-30 ans. Et puis, bon, voilà. J'avais des projets, j'avais des idées, mais j'avais pas les codes. Il y avait plein de codes que j'avais pas. Ça aussi, c'est pas de la théorie. J'aimerais un jour, avec la petite maturité qui est la mienne, pouvoir conseiller des gens, par exemple, de province, en disant, voilà, si quelqu'un dit, ah oui, je voudrais faire du théâtre, et tout, je vais t'expliquer 2-3 choses. Je vais pas tout te dire, mais dire quelque chose. La culture aujourd'hui, pour parler vraiment des canaux de diffusion qui sont étroitement liés aux canaux de financement, ben c'est, comment dire, c'est complètement orienté. Voilà, c'est complètement orienté. C'est-à-dire que moi, je faisais du théâtre, je faisais du court-métrage, les aides à l'écriture, les aides à la réalisation et tout ça, ça ne va que pour des sujets où vous vous dites, bon, voilà. Moi, je le disais à un ami, je pourrais écrire quelque chose qui se ferait financer, mais ça ne m'intéresse pas de participer à ça. Ça ne m'intéresse pas. Récemment encore, je voyais une salle de spectacle là, à la campagne. Bon, et je me disais, tiens, c'est intéressant. Voyons la programmation. Ils cherchaient du monde pour être assistant à la programmation. Je dis très bien, mais je regarde les sujets. Honnêtement, les sujets. C'était les migrants. Deuxième sujet, un monsieur qui joue de la guitare en mettant sur une chaise avec des talons rouges. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Et si je l'avais vu pendant 2 semaines, mais je l'ai vu pendant des années et des années. Moi, j'allais dans les festivals de courts-métrages. Je peux vous dire que sans avoir un flair inouï, je disais 1, 2, 3, le palmarès. Et puis les autres, vous n'y accédez même pas. J'espère l'expliquer avec suffisamment de conviction pour que ça fasse pas la dent dure de celui qui n'a pas réussi comme il voudrait. C'est pas ça. C'est que là, objectivement, il y a une difficulté à exprimer des choses qui ne sont pas dans une forme déconstruite. Ben, Alors, si j'ai bien compris, mais c'est peut-être mon analyse qui en plus sera mauvaise, mais vous pensez que la culture est galvaudée à un certain moment? Ah oui. Alors là, mais c'est incroyable. Alors, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu quelque chose où je me suis dit, vraiment une production artistique, où je me suis dit, ah oui, là c'est beau, quoi. Alors après, on peut parler pendant des heures de ce que c'est l'art et tout ça. Mais quand moi, je me sens systématiquement mise à la porte de ce que je vois culturellement, systématiquement, je veux dire, bon, on peut dire une fois de temps en temps, les goûts et les couleurs, je connais l'histoire. Mais quand c'est systématique, quand j'allume la radio, il n'y a rien. Quand j'allume la télé, il n'y a rien. Quand je vois, je vais au théâtre, il n'y a rien. Bon, ça fait une cohérence. À la radio, il y a vous ce soir, quand même. Oui, non, mais bien sûr. Mais enfin bon, s'il faut s'écouter pour avoir un peu de satisfaction. Mais non, mais vous donnez aussi de la satisfaction à ceux et celles qui nous écoutent. Ça me ferait très plaisir. Mais je vous rejoins dans ce que vous dites. Ah oui. Et au cinéma? Mais je vous dis, les cinémas. Alors, on a reçu ici la script de Claude Lelouch. J'ai interviewé. Oui. Voilà, une charmante jeune femme. Bon, et alors, passionnée par ce qu'elle fait. Oui. Bon, c'est vrai que Claude Lelouch, quand même, on ne peut pas dire que c'est un mauvais. Non, pas du tout. Voilà. Mais je pense, est-ce qu'il a fait un film récemment? Oh, il en fait quelques-uns là, mais d'accord, bon, j'avoue que c'est pas un homme et une femme. Mais alors, de ce que j'ai, si je me souviens bien, Claude Lelouch, il a sa production aussi. Oui. Il me semble. Oui. Donc il est
il fait pas de l'autoproduction. Mais vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la chaîne de fabrication du film, il balise large quand même, il couvre large. Après, quand vous n'êtes pas dans les mêmes possibilités que Claude Lelouch, quand vous avez un peu des demandes à faire à droite à gauche, parce qu'on sait bien que la moindre minute de film, elle coûte quand même quelque chose et tout ça, bah là, vous vous retrouvez... Moi, j'ai des histoires effarantes. En vous racontant ça, il me revient quelque chose. Allez-y. J'ai un ami, il sort c'est son projet d'étude de l'école de cinéma de Bordeaux. D'accord. Il fait un film en costume. D'accord. Il récupère par beaucoup d'intelligence, de contact et tout ça, il récupère les costumes, je crois, de l'affaire Dreyfus, enfin des beaux costumes quoi, pour son projet de fin d'études. Vous voyez que c'était... Il se débrouille, il réussit à avoir une cantine de cinéma pour 5 € par personne. Enfin, je donne des petits détails, mais c'est tout ça. Et puis, arrive le moment où il doit défendre son film devant le jury. 6 personnes. Bon, il explique, voilà, ça se passe dans le Périgord, dans tel petit village, évidemment, où ils ont gardé tout le côté pierre et authentique. Bon, c'est très bien. Et il explique son histoire, il dit, voilà, c'est qui se passe, je ne sais plus dans quel siècle et tout. Il y a une personne sur les 6 qui a dit, mais oui, c'est très bien votre projet. Les 5 autres, vous savez ce qu'ils ont dit? Non, mais ça semble incroyable. Ils ont dit, mais non, en fait, votre film en costume, il faudrait que vous le tourniez dans une banlieue. Et il a dit, mais non, mais monsieur, madame, non, c'est pas ça. Moi, je fais un film en costume. Ah oui, non, mais vous devriez le tourner dans une banlieue, ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Bon, des histoires comme ça s'invente pas. Allez, une première pause musicale dans cette émission, 58 minutes. Vous écoutez, partout en France, CLC Média. Je vous rappelle que dans cette émission, 58 minutes, ce soir, je reçois Antoine Coutou qui est venu nous rendre visite et nous parler de ces fenêtres culturelles. Ce sont des recueils de poésie. Alors, ça m'embête parce que... alors, il y a 6 exemplaires. J'aurais aimé dire où est-ce qu'on pouvait les trouver. Mais... Alors, je vais vous dire... Pour l'instant, en plus, les marchés se sont un peu arrêtés parce que bon, moi, j'essaye d'être aussi dans d'autres perspectives, notamment pour défendre la vision de la culture dont je vous ai parlé avec plaisir juste avant, quoi. Alors, c'est-à-dire c'est-à-dire que là, il y a une échéance électorale bientôt et que ça passe par là aussi. D'accord. Donc, vous êtes motivé et engagé? Oui, je suis motivé, engagé. Visible pour défendre le candidat qui propose de remettre la culture au centre de nos vies, parce que c'est vrai que c'est une palpitation, la culture. Donc, Pourtant, beaucoup ont essayé de s'approprier la culture. Il y a eu une époque, moi je me souviens, dans les années 80, on vivait la culture plein pot, quoi. Aujourd'hui, on en parle plus ou moins. On n'a pas... Depuis quelque temps, on n'a pas un ministre de la culture qui crève l'écran, comme on dit. Non. Franchement. Non, mais parce que je pense que déjà, il faudrait s'entendre sur le mot de culture. Pour moi, la culture, c'est quelque chose qui nous élève. Voilà, c'est quelque chose qui nous élève. C'est aller vers les grands textes, vers une certaine ambition. Si vous me permettez, je fais une petite... Je permets tout. Une petite parenthèse. Je voudrais juste terminer quand même en disant que le candidat évidemment auquel je pensais, c'était Éric Zemmour. Je pense que ça ne laissait pas d'ambiguïté, mais enfin bon, sait-on jamais, je préfère préciser les choses. Petite parenthèse, il n'y a pas longtemps, évidemment parce que vous imaginez bien que mes fenêtres de poésie ne nourrissent pas leur homme, ni leur foyer, je suis allé faire une audition, un rendez-vous avec une proviseure de collège qui avait besoin. Il se trouve que j'ai une licence de lettres et avec la licence de lettres, je pouvais prétendre à un remplacement pour des enseignants. Bon, j'y vais. J'y vais avec beaucoup de curiosité parce que pour moi, c'est comme une manière aussi de se rapprocher du réel. Et là, elle me dit, bon, alors oui, est-ce que vous savez, en 6e, 3e, ce qu'il faut faire? Je dis, écoutez, madame, moi, j'ai une expérience de théâtre. C'est vrai que, je n'ai pas d'expérience, elle le savait. Bref. Et elle me dit, et je dis, mais vous pourriez me dire quand même les œuvres qui sont étudiées et tout ça? Elle me dit, vous savez, c'est la littérature jeunesse. 6e, 3e.
Je dis, attendez, littérature jeunesse. Et puis, dans ma tête, je me dis, bon, quand même, c'est un premier rendez-vous, c'est pas le moment non plus de monter sur la table et de dire, j'ai d'autres convictions. Mais oui, littérature jeunesse. Et elle ajoute tout de suite après, bah oui, on va pas leur faire lire des choses qu'ils ne comprennent pas. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je me souviens, il y a quelques années, à la télévision, il y avait une femme qui était mère célibataire en banlieue, et elle disait, mais pourquoi mon enfant, il apprendrait pas le latin? Mais bien sûr, moi je suis pour ça. Pourquoi on mettrait pas la culture pour aider les jeunes, pour faire un vrai squelette, pour grandir ensuite? Non, moi c'est l'école, tout ça, c'est... Pourquoi on va pas vers les grandes œuvres? Ils étudient, je le sais, j'ai plein d'amis là-dedans, ils étudient des morceaux d'œuvres. Le poème est trop long, il est coupé. Le roman est trop long, il est disséqué. Non, on étudie les œuvres, on se chauffe à leur qualité, on en prend plein les yeux, on comprend pas, on fait un effort, on revient, on avance. Mais c'est ça la satisfaction. Et puis honnêtement, je trouve que c'est d'une violence de ne pas laisser les jeunes, et tout le monde d'ailleurs, s'élever. De leur dire non mais reste à ce niveau-là, t'as compris? Petit ourson va dans sa chambre. 3e, c'est bon, t'es content? Mais c'est de la violence. Quand je regarde dans le rétroviseur et que je me dis mais j'aurais pu être à ce niveau de compréhension, avoir cette culture, et je dis bah non, j'en suis que là, pas que pour des raisons personnelles, je dis flûte quoi, flûte. C'est une privation, et je trouve ça dommage. Oui, mais alors pourquoi vous me parlez de Zemmour? Bah parce que Zemmour, justement, il a tout un programme pour l'école, pour la culture. Bon, voilà. Il vous a séduit. Ah oui. Bah, honnêtement, Vous connaissez les autres? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je vais vous dire, je fais un travail depuis des années et des années, c'est-à-dire que je n'écoute pas qu'une seule personne, parce que c'est vrai que le côté poisson qui tourne dans son aquarium, bon, c'est pas tellement productif, même quand on se tient, quand on se fait les questions-réponses tout seul, dehors, et qu'on essaye d'avancer dans sa réflexion. Donc évidemment, lui, il me plaît beaucoup, je le trouve cohérent, je le trouve courageux, et puis mes expériences de terrain font que je trouve que ses réponses, ce sont les bonnes. Ça vous est venu comment, l'idée de rentrer en campagne comme ça et à défendre Zemmour? Alors, ça m'est venu d'une manière très simple. Quand vous ouvrez les yeux, le matin, vous avez un champ de vision. D'accord? Mais si vous imaginez que dans votre champ de vision, vous avez par exemple une main ou un poteau qui est à 5 cm de votre nez, bah, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous devez participer ou pas, quoi. Vous participez. C'est naturel. C'est comme ça. C'est comme quand on entend ce discours de la France est en danger. Si vraiment on pense que la France est en danger, on y va. On va pas commencer à regarder ses orteils et à se tourner les pouces. Malheureusement, il y en a beaucoup qui regardent leurs orteils. Malheureusement. Mais pourquoi ils regardent beaucoup leurs pieds? Les gens sont un peu asservis quand même. Oui. Mais il faut faire ce... Alors, un conseil. Il faut faire ce travail nécessaire de reprendre, de reprendre ses pensées personnelles clairement. Alors, je fais très attention à ce genre de conseils parce que ceux qui se pensent toujours plus éveillés que les autres donnent des conseils aux autres en disant vous êtes des demi-abrutis, réveillez-vous, et après le ping-pong il est jamais très intéressant. En revanche, moi ce que je dis c'est remettons-nous face à la réalité, face à nos vrais besoins, face à vraiment ce qui nous rend heureux, face à ce qui fait qu'on pense que la vie vaut le coup d'être vécue, face à vraiment l'épanouissement, ce qu'on veut avec les enfants, ce qu'on aime partager, et vous verrez que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit à la télé, ou très très rarement, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans les magazines, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit autour de nous. Donc qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on sauve en ne s'engageant pas? Quel morceau de vie, quel lambeau de vie on sauve en restant comme ça dans son petit confort? Mais il y a les individualistes qui ont pris quand même le dessus. Il y en a beaucoup. Oui. Beaucoup plus qu'avant. Bien sûr. On veut protéger, moi je le dis souvent, on veut protéger son petit bien. Bien sûr. Et pas être dérangé dans ses habitudes, bien évidemment. Mais malgré tout, malgré le développement de l'individualisme, il y a une petite lumière. C'est Philippe de Villiers qui en avait parlé à un moment, je ne sais pas s'il ne parlait pas des Lucioles ou quelque chose comme ça il y a quelques années.
Voilà, il y a une petite lumière qui existe au fond de chacun. Alors voilà, ça semble peut-être ambitieux ou je ne sais quoi, mais de dire rallumer cette petite lumière. Mais honnêtement, c'est le premier pas qui coûte. Une fois qu'on a fait le premier, honnêtement, une fois qu'on l'a fait, mais c'est bon, on est libre. Il faut retrouver cette liberté, surtout en ce moment. Il faut retrouver notre liberté. Donc au début, on est là, avec les gens, on est là, on n'est pas trop, oui, tu comprends. Alors, Zemmour, on baisse le menton, on baisse le volume. Non, mais attendez, voilà, il n'y a rien de mal. Voilà, moi, je trouve qu'il dit des choses très intéressantes. Pourquoi ? Non. Il n'y a pas à avoir honte. Donc reprenez, chers amis, votre liberté, analysez vous-même, voyez ce dont vous avez envie. Sinon, avoir des regrets quand on aura je ne sais quel âge, comme ça, dans son fauteuil, les pieds dans les charentaises, enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Je pense qu'on a on a en nous une grande culture française, quoi. Une grande culture. On a des combattants, je vois votre moustache. J'ai un... Qui piaffe d'impatience de vous poser 2-3 questions. Mais allez-y. Ouais, non, mais je pense toujours aux poilus, je pense à tout ça, et sans être toujours l'œil dans le rétroviseur, on peut faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Mais ça passe par un réveil individuel. Alors, Zemmour, donnez-moi quelques exemples qui vous séduisent. Alors, pour rester pas obligatoirement dans le monde, la culture. Oui, il y a la culture, mais pas spécialement aussi. Je suppose qu'il doit y avoir d'autres sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent. Oui. Déjà, le fait qu'on puisse retrouver l'indépendance de la France, voilà, qu'on puisse, tout en restant dans l'Union européenne, mais retrouver une voie française, voilà. Donc il y a l'industrie aussi, l'industrialisation. Vous voyez un peu, on va tout chercher. Alors, je me sens obligé de le préciser, mais c'est rien contre les Chinois. Mais un coup c'est les Chinois, un coup c'est à droite. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut rien faire ici. Je vais faire une petite parenthèse et vous allez encore piaffer d'impatience de m'interrompre, je le sens. Mais il y a quelques années, justement, comme j'avais un parcours artistique, je me suis dit, mais moi, c'est pas possible, cette société. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je suis un exilé de l'intérieur, comme dit justement Zemmour. Je trouve cette expression formidable. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je me confronte un petit peu à d'autres domaines, économie, droit, et tout ça. Je me suis dit, je vais passer l'ENA. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une année de formation à l'IGPDE, l'Institut de gestion publique et de développement économique. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, va voir. Formation excellente. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans des questions-réponses et tout ça, on est dans des situations concrètes. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes directeur de cabinet, vous êtes le bras droit d'un tel, et vous faites des notes. Pourquoi je parle de ça ? Parce que en pleine période Covid, la période pendant laquelle moi je faisais cette formation, sur l'industrialisation, je voyais dans les médias et la presse, on va réindustrialiser, il y a quand même des choses qu'il faut qu'ils soient faites en France et tout ça. Et moi, sans avoir des documents déclassifiés, j'avais quand même des documents qui venaient directement d'énarques ou de gens proches des énarques. Ils n'avaient pas le début de l'idée, hein. Jamais. Donc, si vous voulez, quand ils disaient il faudrait quand même qu'il y ait certaines choses, les masques et tout ça qui soient françaises, non. Les préconisations qui étaient faites, au contraire, c'était de dire, bon, écoutez, on ne peut pas compter que sur la Chine, allons voir du côté du Maroc et allons voir du côté de l'Amérique latine. C'est ça. Donc, industrie, l'identité. Écoutez, tout le monde en souffre de ne plus savoir dans quel pays on habite. L'identité, c'est quand même... On nous a passé le torchon, vous savez, comme ce torchon qu'Yves Montand passe dans les oreilles de Funès, vous voyez ? J'avais bien cette image. Vous voyez, voilà. Bon. Et puis, les impôts, moi, je travaille dans les vignes, vous voyez, en ce moment. Je travaille dans les vignes, je vois des commerçants, je vois tout un tas de personnes. Ils me disent à chaque fois, est-ce que je le répète ? Oui, mais c'est trop lourd. Les gens, j'en peuvent plus. Ils travaillent, mais ils n'y arrivent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis après, il y a bon. Et puis l'instruction, voilà, l'instruction, le cinquième point peut-être qui balise. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre pour vous. Écoutez, oui. Mais vous avez raison, du reste. Et pourquoi Sans instruction, un pays... Et je dis ça parce que j'ai pas d'enfants. Vous voyez, j'ai pas d'enfants. Alors on me dit, ah non, mais je fais ça pour les enfants. Mais non, mais moi je fais pas ça pour mes enfants. Je fais ça pour les enfants. Je fais ça pour la suite.
Voilà, pas pour que ça devienne, pas pour que les enfants deviennent des copier-coller de moi ou comme on l'entend souvent avec mauvaise foi, des copier-coller des années 70, mais pour que les enfants aient la possibilité de s'élever, de trouver leur solution et de pouvoir quand même garder des racines qui stabilisent, comme tout à chacun le sait. Allez, avant de faire une pause musicale, les moyens qui évoluent, moi je vois ma petite fille, elle est avec son téléphone, on ne peut pas l'empêcher, l'ordinateur pas trop, mais le téléphone. Bon, c'est une enfant, je pense qu'elle est douée pour son âge. Qu'est-ce que vous en dites de ça, de cette évolution? Beaucoup la critiquent. Bon. Non mais parlez-moi franchement. Ah, mais moi je crois beaucoup aux enseignements. Le crayon, le dessin, ça s'apprend pas sur l'ordinateur, ça s'apprend avec un crayon, avec un modèle, avec une orange et tout ça. Donc je trouve qu'il faut pas passer par du tout numérique. Moi, les enfants, je les mettrais bien tard, personnellement, sur le numérique, parce que pour avoir fait l'expérience, regardez, parfois, on ne sait pas quelque chose, on dit « Ah, mais c'est pas grave, j'ai Wikipédia ou je ne sais quoi. » On regarde. Eh ben, on va chercher 10 fois la même information. Je ne sais pas si ça vous arrive. Parfois, on a regardé, on ne s'en souvient pas. Ça ne reste pas dans la même zone du cerveau. En tout cas, moi, il m'est arrivé très souvent de chercher des choses et de ne pas avoir les mêmes réponses. Avec le livre, le rapport, il n'est pas le même. Donc, ce que je dirais comme conclusion, je dirais qu'il faut quand même, au début, donner les bases avec les fondamentaux. Et après, d'aller s'amuser. Oui, mais aujourd'hui, vous avez des enfants qui vont très vite. Oui, mais s'ils beaucoup plus vite qu'on le pense, du reste. Oui, mais s'ils n'ont pas les fondamentaux, je trouve qu'ils vont vite sur une planche qui est savonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais enfin, je trouve... moi, je l'ai autour de moi. Quand je regarde, je dis, bon, t'es divine, mais moi, à son âge... Oui, mais Lionel... Pardonnez-moi, mais... Oui, mais Lionel, très bien, ils vont très, très, très vite là-dessus. Mais est-ce que vous trouvez qu'ils vont vite surtout? Moi, je trouve pas. Allez leur faire une dissertation, vraiment écrite, avec des mots, un renouvellement du vocabulaire. Allez leur faire des multiplications, des additions et tout ça. C'est bien beau de faire tout par l'informatique ou en faisant des allers-retours sur son écran. Mais c'est pas la même chose. Moi, je trouve que l'intelligence n'est pas la même. Oui, je vous rejoindrai un petit peu en partie, vous n'avez pas tout à fait tort, mais quand même, il faut aussi vivre avec son évolution. Avec, mais pas que. Oui, c'est l'exclusivité, moi, qui m'embête. C'est là où je vous rejoins, oui, c'est vrai, vous avez raison. CLC Média, votre web radio partout en France. Et ce soir, dans 58 minutes, je suis avec Antoine Coutou, qui nous a fait l'amabilité de venir ici jusqu'à Coutras pour nous parler d'abord, bien évidemment, de ces fenêtres culturelles, les voici. Dans quel marché vous faites pour présenter vos fenêtres culturelles? Alors, ce sont des poèmes, bien évidemment. Oui. Alors, j'étais à Saint-Martial-d'Artancais, à Belvès, côté Castillon, Gironde, voilà, par loin, dans ces coins-là. Voilà, et puis les marchés de Noël, là, il y a quelques mois. Voilà. Ouais. Et après, quelques endroits... comme des fournils ou des choses comme ça aussi. Là, il n'y a pas de projet en vue, non. Je vous dirais que je vais être un petit peu insistant, mais si l'élection était dans 2 ans, je pense que je continuerais. Mais là, je trouve qu'il y a une actualité qui prend le pas. Donc vous êtes engagé? Oui. Politiquement? Oui. Vous soutenez la candidature d'Éric Zemmour? Oui. Vous étiez déjà engagé auparavant pour d'autres candidats? Non, c'est la première fois de votre vie que vous engagez comme ça, et que vous avez donc choisi ce candidat que vous connaissiez sûrement depuis un petit bout de temps. Tout à fait. Par ses écrits. Bon, c'était un journaliste, c'est un journaliste. Ouais. Et donc, vous avez apprécié sa façon de voir les choses. Qu'est-ce que vous en pensez de la façon dont il est traité aujourd'hui, de reste? Je me dis que ça révèle qu'il dit vraiment des choses vraies et très profondes. Parce que sinon, il n'y aurait pas autant d'animosité, quoi. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut avancer. Donc, l'animosité, on met le ciré, hop, on enfonce bien le chapeau et puis on avance. Parce que sinon, on ne va pas passer notre temps à pleurer pour les critiques. Mais enfin, c'est quand même très dommage. Il y a des choses de prévues ici, dans la région, avec lui?
Personnellement, non mais bon, c'est une question un peu abrupte comme ça, j'en conviens, mais je ne crois pas. Non. Mais de toute façon, je vais vous dire franchement, moi je serais très ravi, enfin très oui, content qu'ils viennent ici dans la région. mais honnêtement, qu'ils ne viennent pas, ça me va aussi parce que l'important c'est la cause et donc l'endroit où il choisira d'être sera le bon endroit. Bon, et le retour de vous, autour de vous, comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien. Votre argumentation, est-ce que vous avez besoin de convaincre beaucoup ou vous sentez une adhésion Alors, bon, écoutez, moi, il y a une adhésion extraordinaire. Extraordinaire. Et avec une chose quand même qui mérite d'être soulignée, c'est le mélange des générations. Extraordinaire. Je suis dans des endroits où vous avez 18 ans, 40 ans, 63 ans et tout le monde adhère. Ça parle à tout le monde. Là, il y a vraiment, je trouve ça assez exceptionnel. Niveau social aussi, différent, les couches sociales. Ça, c'est impressionnant, parce que quand Éric Zemmour parlait de l'union des droites et tout ça, bon, je trouvais le concept très intéressant. Je me disais quand même, sur le terrain, est-ce que c'est vrai? C'est complètement vrai. Incroyable. Quand on se retrouve à faire des actions militantes, il y a exactement ce mélange socio-professionnel qui est indéniable. Indéniable. Bon, en tout cas, le militant que vous êtes devenu, oui, c'est encourageant pour vous. On est encore loin de cette élection. Et après aussi, vous me posiez la question de savoir comment se passaient un peu les échanges. Il y a des échanges avec des personnes qui sont, comment dire, frileuses, pour le moins, à Éric Zemmour, mais ça se passe bien aussi. Ça se passe bien. Je vois, en fin de semaine dernière, là, on avait un monsieur, comme ça, on avait une réunion, il arrive, il était fâché, puis il vient nous voir, agressif. Bon, il dit, attendez, non, on a des idées différentes, mais on a le droit d'avoir des idées différentes, c'est ce que je lui ai répondu. Et puis il était là, comme ça, et puis il continuait. Et puis il a pu nous expliquer quand même, lui, il disait non, mais arrêtez, parce que le problème, la finance et tout ça. Mais oui, mais on a dit, mais oui, mais regardez l'immigration. Comme l'immigration aussi entretient les problèmes de grande finance et tout ça. Et ben finalement, on a réussi à discuter. Et moi, je vous assure, je trouve ça très, très important. Il faut qu'on puisse discuter. Il faut qu'on puisse discuter. Il n'y a pas d'idée impossible. On peut dire, bah moi, j'ai peur pour ci, moi, je préconiserais ça. Moi, vous savez, moi, autour de moi, j'ai des gens qui sont pas du tout pour Éric Zemmour, qui sont pour d'autres personnes. Mais enfin, il faut pouvoir... L'échange est possible. Alors, je vais vous dire quelque chose. Et je suis sûr que tous les téléspectateurs, ou en tout cas beaucoup, vont me reconnaître. Dans un sens, c'est possible, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un de droite discute avec quelqu'un de gauche. Mais quelqu'un de gauche, pour qu'il discute avec quelqu'un de droite, eh ben, levez-vous de bonne heure. Je peux vous assurer que c'est pas la même chose. C'est vrai, peut-être, oui. Il y a eu un peu d'effort, de fait, mais bon, c'est ce qu'on souffre ici en France. Hein. La France est divisée. Bon, chacun son coin. À droite, on pense qu'on a raison. À gauche, on pense qu'on a raison. Bon, alors c'est vrai que à gauche, peut-être, on a été un petit peu plus obtus. Oui, moi je trouve souvent des personnes de droite, évidemment, c'est facile. Mais le dialogue n'est pas possible, alors que je pense que bon nombre de Français auraient sûrement envie d'échanger, au moins, de discuter sans animosité. Tout à fait. Et de dire, bon, ben oui, ça tient après tout, pourquoi oui, ça serait peut-être pas mal. Ah non, ça je partage pas. Bon, tout à voilà. Fait. Tout à fait. Mais on sent que ça heurte. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Ça me semble difficile. Alors, moi, ce que je dirais, c'est une certaine envie de le faire. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a, juste pour qu'on s'imagine le personnage, voilà, qui a la cigarette comme ça au bec, qui est vindicatif, qui est déjà rouge de colère, bon, c'est difficile d'aller le voir et de lui dire, bon, écoute, faisons-nous un bisou, quoi. Vous voyez, c'est compliqué, il faut prendre sur soi. Mais en revanche, on peut très bien lui dire, attends, quel est le problème? On peut discuter? On se regarde dans les yeux, on discute, on échange. Ouais, mais non, non, attends, on discute. Donc, il y a une comment dire, il y a une droiture chevaleresque, je crois, à avoir pour discuter avec l'autre, considérer que c'est pas un ennemi. On n'est pas d'accord, c'est pas grave, on va pas s'embêter parce qu'il y en a un qui veut manger ci, manger ça. Mais on va discuter, on va mettre les arguments de chacun en avant, et puis, tu penses ça, je pense ça. Voilà. Et puis on discute, et en fait, c'est un grand, grand plaisir de pouvoir discuter, et de pouvoir structurer sa pensée. Bon, ça va être
nos derniers mots. Mais ça va vous faire sourire, j'en suis sûr. Et pourquoi pas un fascicule, pourquoi pas une fenêtre culturelle sur ce qui se passe actuellement? Oui, c'est vrai. Alors après, là, en ce moment, moi, ce que je fais plus, c'est des fenêtres, justement, par la vidéo. Donc des petits films, des petites choses comme ça qui ont... Ah, qu'on retrouve où alors? Ah, mais alors là, là, c'est avec l'équipe d'Éric Zemmour. Bon, pour l'instant, c'est en post-production. Voilà, parce qu'ils sont faits, mais là, maintenant, ça va diffuser, parce que l'ambition, elle est évidemment de dire, de parler à chacun. Je vous donne un petit exemple d'un petit film qu'on a réalisé tout récemment. Éric Zemmour, dans un de ses discours, celui de Villepinte, il dit... que tout était bien échafaudé pour que ça soit Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Bon, tout le monde s'attendait à cette mécanique. Il dit, mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Alors là, vous avez les gens dans la salle qui font « Ouais !» en pensant que le grain de sable, c'est Éric Zemmour. Et il dit « Non, ce grain de sable, ce n'est pas moi. Ce grain de sable, c'est vous. » Et là, il y a une invitation à prendre individuellement la responsabilité de ce qui va se passer. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on a fait un petit film, justement, en montrant tous ces petits grains de sable, tous ces « c'est vous » qui sont des « c'est nous » en fait. Voilà, avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le mélange des catégories socio-professionnelles et des âges. Alors ça va être diffusé comment? Ça va être diffusé, alors pour l'instant, c'est à un niveau de responsabilité qui ne me concerne plus, mais ça va être diffusé sur Internet assez massivement. Assez massivement, YouTube, on peut penser. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, l'idée, c'est alors ça, c'est une initiative de Dordogne, mais c'est pour dire que voilà, avec la région Nouvelle-Aquitaine, il y a de l'ambition, il y a envie de faire localement des choses, et du coup, c'est possible de relayer ces initiatives. J'ai envie quand même, avant que l'on se sépare, vous avez des amis ce soir, vous avez sûrement aussi des ennemis qui ne seront pas d'accord avec vous, mais quand même, est-ce qu'on pourrait donner, je ne sais pas, une adresse, un numéro de téléphone, où on pourrait vous contacter, ou d'abord par rapport à ça, vos fenêtres culturelles, ça pourrait intéresser certaines personnes, et puis peut-être bien au-delà. Est-ce qu'il y a? Bien sûr, moi je peux donner mon numéro de téléphone. Alors c'est le 0... Attention, parce que bon... Je sais ce que ça suppose, mais à un moment... Il y a les amis et les ennemis. Voilà, mais... Bon, c'est le 06 26 31 53 17. Voilà. Les amis, je suis ravi si vous avez envie de m'appeler. Et puis les ennemis, je suis ravi aussi de vous entendre avec ce préambule de courtoisie et de respect que je vous demanderai d'avoir pour moi avant de composer mon numéro. Bon, alors moi je veux en acheter. Aujourd'hui, j'achète ça à quel endroit? Comment? Aujourd'hui, le mieux, c'est peut-être soit de me contacter par le numéro de téléphone que je viens de donner, parce que il y en a à disposition. Les endroits là pour l'instant, alors pour l'instant pas trop avec l'actualité que je vous ai expliquée, donc c'est pour ça que je pense que le mieux c'est de me contacter ou éventuellement d'aller voir sur Facebook. J'ai un Facebook à mon nom. Ah bon, voilà, il fallait commencer par ça. Ah oui, donc c'est la page de Antoine Coutou sur Facebook. Absolument. Et là, alors là, vous donnez tous les renseignements possibles pour ces fenêtres culturelles. Exactement. Voilà, très bien. Merci d'être venu jusqu'ici, Antoine Coutou. Un grand plaisir. Merci. Sûrement à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci également à Jean-Yves qui était à la technique, à Gérard Pommier qui était à la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle émission de 58 minutes. Bonne soirée à l'écoute de CLC Média.